Chers collègues, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente, merci à celles et ceux qui sont encore présents, merci évidemment aux administrateurs qui sont désormais et aux collègues qui sont désormais plus nombreux que les parlementaires. Je suis heureux de cet échange. Donc moi je vais faire une communication aujourd'hui sur la manipulation de l'information et la sincérité du scrutin européen qui est intervenu, vous le savez, il y a maintenant un peu plus d'un mois. Je souhaitais donc revenir sur un des grands enjeux politiques, ou en tout cas qui ont entouré le débat politique dans notre pays, qui était les tentatives d'interférence, de manipulation de l'information qui sont récurrents dans le débat public européen et le débat public français, dans notre pays en tout cas depuis la présidentielle de 2017. Moi je pense que dans un premier temps il n'est pas inutile de rappeler le contexte de ces élections. C'est des élections qui se sont inscrites suite à une législature qui a été marquée par de nombreux rebondissements et épisodes politiques assez importants. Je pense évidemment à la crise migratoire de 2015, le Brexit qui a été un véritable séisme politique, et puis plus globalement une forme d'impasse, d'immobilisme et de statu quo nourri par des responsables politiques qui avaient cessé de nourrir une véritable vision pour le projet européen. Et donc les attentes des citoyens dans cette élection étaient évidemment extrêmement importantes. Ces élections, elles succédaient à un certain nombre de scrutins qui, eux aussi avaient fait l'objet de campagnes de désinformation. Je pense évidemment à ce qui avait pu se passer aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Catalogne, et je le disais à l'instant, évidemment en France. Et donc la méfiance était globalement de mise à l'approche de ces élections européennes, dans son mode d'organisation même, comportait de vrais risques en matière de sécurité. Je rappelle que l'élection européenne, à l'inverse d'une élection nationale, c'est une élection qui se déroule à l'échelle du continent. Et donc, il y avait autant de portes d'entrée pour la déstabilisation du continent que de pays. Et donc, c'était de fait un écosystème et un environnement beaucoup plus difficile à maîtriser. Je rappelle aussi que les sujets européens, et vous le savez toutes et tous dans cette commission, peuvent parfois apparaître un petit peu lointains à nos concitoyens et donc prêtent le flanc à l'interprétation un peu parfois tronquée, à la désinformation, à la manipulation de l'information. Et donc, pour prendre en considération ces risques de désinformation et de déstabilisation du scrutin, il y a deux réponses qui ont été apportées. Il y a une réponse qui était, elle, réglementaire, privilégiée par certains États membres, la France, vous le savez, la Suède, l'Italie et l'Allemagne. Et puis, il y avait une réponse plus incitative, apparentée à ce qu'on pourrait appeler de l'autorégulation, qui était privilégiée par les institutions européennes. En France, vous le savez, on a voté le fameux texte qui s'attaque à la diffusion massive et rapide des fausses nouvelles en période électorale, en nous concentrant sur les tuyaux de propagation que sont les réseaux sociaux et les médias sous influence d'un État étranger. Parmi les mesures phares de cette loi, je pense évidemment à l'obligation de transparence pour les plateformes qui doivent désormais signaler les contenus sponsorisés en publiant le nom de leurs auteurs et les sommes payées, et puis la création d'une action judiciaire en référé pour pouvoir faire cesser rapidement la diffusion de fake news, comme on dit, ou de fausses informations. À l'issue de ces élections, le bilan que l'on peut en tirer, compte tenu des informations qui nous ont été communiquées, c'est que le bilan de l'application de la loi est globalement plutôt positif. C'est dans un esprit de conformité avec cette loi, par exemple, que certaines plateformes, et je pense ici à Twitter, ont offert à leurs utilisateurs la possibilité de signaler des contenus qui s'apparentent à des fausses nouvelles. Cette loi a par ailleurs permis de favoriser une plus grande transparence relative au montant dépensé pour publier des publicités sur les réseaux sociaux. Une ombre au tableau importante, ce sont les problèmes rencontrés par certaines plateformes dans l'appréhension des publicités d'appel au vote. Ce problème particulier de conformité peut s'expliquer par une différence d'approche culturelle pour des opérateurs qui sont basés originellement aux États-Unis, là où la publicité d'appel au vote sont toujours considérées comme non neutres et donc passibles d'une forme de censure, en tout cas d'encadrement plus strict, quel qu'en soit l'émetteur. Et donc cette différence d'appréciation de la neutralité entre les législateurs français et des opérateurs de plateformes avec une culture tout à fait différente, d'une culture américaine, peut notamment expliquer pourquoi des campagnes d'appel au vote, lancées par exemple par le gouvernement français ou Greenpeace, se sont retrouvées censurées en France. Cet ombre au tableau me laisse penser que les plateformes doivent être mieux accompagnées
dans l'application de la loi. Et moi, je salue à ce titre les lignes directrices que propose le CSA pour éviter de tomber dans l'écueil de la suppression préventive d'un trop grand nombre de contenus. Globalement, et pour conclure sur ce point, cette loi et la mise en conformité des acteurs du numérique avec ces dispositions a été positive. J'ai reçu par ailleurs la confirmation lors des auditions qu'on a tenues avec Charles ces dernières semaines que le scrutin du 26 mai s'est déroulé dans notre pays sans incident notable. Aucune attaque informatique visant à affecter la disponibilité des systèmes d'information ou à altérer la confidentialité et ou l'intégrité des données liées au vote n'a été décelée par les dispositifs de supervision. On fait ici référence à l'ANSSI notamment. S'agissant de la stratégie des institutions européennes face aux campagnes de désinformation en période électorale, comme je le disais précédemment, priorité a été donnée à l'accompagnement des plateformes dans une démarche d'autorégulation. C'est dans cette logique que la Commission avait mis en place un code de conduite, ou un code de bonne pratique à destination des plateformes en avril 2018, afin que ces dernières intensifient leurs efforts dans la lutte contre la désinformation en ligne. Ce code vise essentiellement à contrôler les placements de publicité et à garantir la transparence des contenus sponsorisés, en particulier dans le domaine de la publicité à caractère politique. Or, plus d'un an après l'entrée en vigueur de ce code de bonne pratique, il s'avère que le bilan nous apparaît plus que nuancé. Certes, les plateformes ont su couper les sources de revenus des éditeurs de fake news. C'est notamment le cas de Google, qui affirme avoir bloqué l'accès à sa régie publicitaire à 320 000 éditeurs de publicité malveillante. Je note aussi avec beaucoup d'intérêt les efforts des services de messagerie cryptée pour endiguer la diffusion des fausses informations. C'est un outil qui est peut-être moins visible. On a parlé beaucoup de Twitter, de Facebook dans le débat politique, mais il y avait aussi les boucles WhatsApp, Telegram, qui ont pu être aussi l'objet de tentatives de manipulation. Et donc, elles ont pris un certain nombre de restrictions. Et il est désormais, par exemple, plus possible de partager des contenus à plus de 5 groupes à la fois. Et donc, ce genre de mesure a conduit à diminuer de 25% le partage des contenus sur cette messagerie sécurisée. Mais dans l'ensemble, la Commission a émis de nombreuses réserves quant à la bonne volonté et surtout à la transparence des plateformes dans la mise en œuvre de ce code de bonne pratique. En mars dernier, la Commission dénonçait le peu d'efforts consentis par ces plateformes pour fournir des informations fiables quant aux contenus sponsorisés à des fins politiques et aux placements de publicité hébergés en leur sein. La Commission reprochait en particulier à Facebook de ne pas avoir fait rapport des résultats de ses activités en matière de surveillance du placement de publicité et de ne pas avoir divulgué le nombre de faux comptes supprimés à cause d'activités malveillantes ciblant principalement l'Union européenne. Dans le même temps, Twitter a aussi fait l'objet de critiques pour le manque de données montrant son engagement à améliorer la surveillance des placements publicitaires. À l'issue des élections européennes, la Commission a regretté une nouvelle fois le manque général de transparence des plateformes, l'absence de détails dans les informations fournies pour identifier les acteurs malveillants et les États membres ciblés, la faiblesse de leur coopération avec les vérificateurs de faits et le peu de moyens mis à disposition des utilisateurs pour leur permettre de détecter la désinformation en ligne. L'on est donc en droit de considérer que cette opacité illustre les limites de l'autorégulation appliquée au numérique, mais surtout qu'elle contrevient au droit à une information fiable et éclairée dont tous les citoyens européens devraient pouvoir bénéficier. Et comme vous pouvez vous en douter, pendant que les plateformes peinent à se conformer au code de bonne pratique, les campagnes coordonnées de désinformation continuent d'être diffusées en Europe. Si l'on en croit la communication de la Commission européenne et de la haute représentante le 14 juin dernier, justement consacrée à la mise en œuvre du plan d'action contre la désinformation. Il est notamment indiqué dans cette communication que plus de 600 groupes et pages Facebook opérant en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Pologne et en Espagne auraient diffusé des campagnes de désinformation, des discours de haine ou utilisé de faux profils pour promouvoir artificiellement les idées des partis qu'ils soutenaient. Ces pages ont généré 763 millions de vues. J'ajoute également que les représentants de Facebook, dans l'audition que nous avons tenue ici à l'Assemblée nationale, n'ont pas su nous donner le détail de ces campagnes de désinformation en termes d'impact sur le territoire national et donc sur la France. Mais les manquements des plateformes au code de bonne pratique lancé par la Commission européenne ne sont pas les seuls signaux faibles dans cette lutte contre la désinformation en ligne à l'échelle européenne. L'Union européenne fait aussi face à des faiblesses structurelles en matière de collaboration entre les États membres.
les interlocuteurs des réseaux de lutte contre les cyberattaques et la manipulation de l'information ont encore du mal à se connaître et à s'identifier, tant la nature et l'origine des points de contact diffèrent entre chaque État membre. Certains envoient des représentants de leur ministère de l'Intérieur, d'autres de la Justice, ou d'autres encore des représentants des affaires étrangères, ce qui démontre que l'approche n'est pas la même d'un pays européen à l'autre, et ce qui, à mon sens, appelle à une réponse européenne harmonisée et unifiée. Une des solutions consisterait à créer un réseau européen d'ambassadeurs pour le numérique, susceptible de coordonner les différents aspects de protection des scrutins électoraux. Mais il n'existe à ce jour que 6 ambassadeurs pour le numérique dans toute l'Union européenne, ce qui ne permet pas encore de constituer un réseau intégré et efficient. Alors la Commission européenne rendra compte avant la fin de l'année de la mise en œuvre de son paquet électoral et évoluera l'efficacité du code de bonne pratique. Mais je pense d'ores et déjà, au vu de ce que je viens de vous communiquer, qu'il faudra aller plus loin dans les mois et les années à venir et que ce sera évidemment l'un des axes importants de la nouvelle législature qui s'ouvre en Europe. Déjà, l'Agence européenne de cybersécurité, l'ENISA, encourage l'Union européenne à adopter une réglementation propre. Je pense aussi que là, c'est inévitable. La réponse à la désinformation ne peut s'arrêter, comme on a l'habitude de le répéter, aux frontières nationales, compte tenu de la dimension continentale du problème et des difficultés structurelles de collaboration entre les États membres à ce niveau. Les fausses informations, problème global par essence, doivent faire l'objet d'une réponse européenne commune. Par ailleurs, pour remédier aux problèmes de collaboration entre les États membres dans la coordination des différents aspects de la protection des scrutins électoraux, je pense que les institutions européennes gagneraient à explorer l'idée d'une agence européenne de protection des démocraties, comme l'a suggéré le président de la République dans sa lettre aux Européens au mois de mars dernier, et susceptible de fournir des experts européens à chaque État membre pour protéger son processus électoral contre les cyberattaques et les manipulations. Enfin, je profite de cette communication pour relayer la démarche initiée désormais par l'ex-députée européenne néerlandaise Mariette Schaake sur la mise en place d'une commission parlementaire pan-européenne composée de députés européens, de députés nationaux, compétente à évaluer l'impact des plateformes numériques sur le fonctionnement de nos démocraties et pour assurer le suivi des actions de la lutte contre la manipulation de l'information à l'échelle européenne dans les États membres. Ça fait le lien avec ce que l'on se dit souvent sur beaucoup de sujets. La coopération entre les parlementaires européens et les parlementaires nationaux est absolument fondamentale. La capacité à avancer sur des sujets communs est nécessaire. On le voit sur les accords de libre-échange où l'espace ou la séparation entre ce qui se fait à Bruxelles et ce qui se fait dans les États membres suscite des débats polémiques. Et bien, je pense que sur ce sujet-là, il est important d'avancer ensemble. Les dernières élections européennes l'ont aussi largement démontré. L'Europe dans laquelle nous vivons est interdépendante et une véritable opinion publique européenne est en train d'émerger. Et moi, j'en veux pour preuve la participation en hausse lors de la dernière élection. Et donc, moi, je pense que nous avons donc plus que jamais notre mot à dire sur la capacité des États membres à protéger le processus démocratique et sur les actions à mener dans ce sens par tous les acteurs du numérique. L'objectif est à mon sens crucial, est à mon sens aussi crucial que rassembleur. Il s'agit de ne pas céder à la manipulation des peuples à grande échelle. Et puis avant d'en terminer, je souhaitais évidemment remercier Charles Borriaud pour le travail qu'il a mené ces derniers mois à mes côtés, et puis plus globalement tout le travail que vous avez pu mener dans cette commission, parce que je crois savoir que vous alliez bientôt être affecté à une autre commission. Donc sincèrement, merci pour votre travail d'une grande qualité et tous mes vœux de succès pour la suite. Et puis, je suis désormais à votre disposition.